T'as vu combien de fois t'es passé devant la Seine sans vraiment te poser la question, mais c'est quoi cet endroit en vrai? Parce que derrière cette image de carte postale, ce fleuve il cache des histoires que la plupart des gens ne connaissent pas. Des histoires vraies, documentées, dans lesquelles il y a des noms, des dates, mais aussi des faits. Aujourd'hui on part explorer ça ensemble directement sur les quais de Seine, et je te préviens, tu vas voir Paris autrement. La Seine, c'est pas juste un beau fleuve pour les touristes. Ça fait des milliers d'années qu'elle est là. Les Romains sont passés ici, les rois de France aussi. Et toutes les révolutions et les exécutions, tout s'est joué juste à côté. Et le plus fou, c'est que la plupart de ces histoires, personne ne te les raconte réellement. Tu les trouveras pas dans les guides, pas dans les visites classiques. Alors aujourd'hui, je vais t'en raconter trois histoires vraies liées à cette eau. Et crois-moi, il y en a une qui va te mettre vraiment mal à l'aise. On commence par une histoire qui a fasciné le monde entier, et qui commence ici dans cette eau. On est dans les années 1880, un matin comme les autres, les agents de la morgue parisienne qui étaient à l'époque installés au quai de l'Archevêché, juste derrière Notre-Dame, reçoivent le corps d'une jeune fille repêchée dans la Seine. Elle a environ 16 ans, aucune trace de violence sur le corps. Les médecins concluent donc à une noyade, probablement un suicide. Mais voilà le truc bizarre, c'est que son visage sourit, un sourire énigmatique, presque paisible, comme si elle dormait, comme si elle avait trouvé la paix. À l'époque, les corps anonymes étaient exposés derrière les grandes vitres pour permettre au public de les identifier. Oui, tu m'as bien entendu, les Parisiens venaient à la mort comme on irait voir une exposition aujourd'hui, et c'était courant. Mais personne n'a jamais pu identifier cette fille, on l'a donc appelée l'inconnue de la Seine. Et là, l'histoire devient encore plus intéressante parce qu'un mouleur fasciné par son visage va décider d'en faire un masque de plâtre. Et ce masque de plâtre va se vendre dans tout Paris, dans les maisons d'artistes, dans les maisons bourgeoises, dans tout ça en fait. Et il y a même des écrivains qui vont décider d'écrire sur elle, des écrivains comme Vladimir Nabokov ou encore Jules Supervielle. Et ces écrivains-là vont la nommer la Mona Lisa de la Seine. Mais le meilleur dans tout ça, c'est même pas ça. C'est que dans les années 1950, un fabricant de jouets norvégien nommé Asmund Lørdal va décider de lui donner les traits de son invention. Le premier jouet ou le premier visage de réanimation cardiaque, comme vous préférez. Tu vois le mannequin sur lequel on apprend le massage cardiaque à l'école? Le rescousse Anne, je te mets une photo juste ici. En fait, c'est son visage. C'est cette petite fille anonyme qui est morte dans la Seine il y a plus de 140 ans maintenant, mais à l'heure actuelle, elle a sauvé des millions de vies. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'on sait toujours pas qui elle est réellement. Mais là, on était sur une histoire qui est presque poétique. Ce qui vient après, c'est beaucoup plus sombre. Je te laisse écouter. Je vais te parler d'une nuit que la France a mis très longtemps à reconnaître, une nuit que beaucoup de gens ne connaissent toujours pas aujourd'hui. On est en pleine guerre d'Algérie, à Paris, la situation elle est tendue. Les Algériens sont surveillés, contrôlés et souvent maltraités. Et puis, il y a cette décision de Maurice Papon, ancien préfet de la police de Paris, qui impose un couvre-feu uniquement pour les Algériens. Avec interdiction de sortie après 20h30, les cafés ferment donc plus tôt, et c'est une règle injuste faite seulement pour une partie de la population. En réponse, le Front de Libération Nationale appelle à une manifestation calme. Le message de cette manifestation, il est simple. Venir sans armes, sans violence, juste être là, ensemble, pour montrer qu'ils existent. Et ce soir-là, des milliers d'Algériens quittent donc les bidonvilles de Nanterre, de Gennevilliers ou encore de Saint-Denis en mettant leurs plus beaux vêtements. Des hommes, des femmes, des enfants, des familles entières marchent vers Paris, dans le calme, mais très vite tout bascule. La police bloque les rues, les manifestations sont arrêtées, séparées, entourées, et la violence commence. Des coups tombent, forts, répétés, des hommes sont battus jusqu'à ne plus bouger, d'autres sont embarqués dans des bus, emmenés dans des lieux fermés, et sur les quais de la Seine, c'est encore pire. Des personnes sont jetées dans l'eau, certaines sont déjà blessées, d'autres sont attachées, et beaucoup ne savent pas nager. La scène devient donc un piège, et sur le pont de Neuilly, des témoins raconteront plus tard que des policiers arrêtaient des hommes et les poussaient dans le fleuve, et ça encore et encore. Et pendant ce temps-là, la ville continue de vivre, les lumières sont allumées, les gens rentrent chez eux comme si rien ne se passait, et après cette nuit, très peu de choses sont dites. Les autorités parlent de quelques morts seulement, mais en réalité, il y en a beaucoup plus. C'est des dizaines, peut-être des centaines de morts. Des corps sont retrouvés dans la Seine pendant plusieurs jours, d'autres ne seront jamais retrouvés, mais surtout, il y a le silence. Un long silence, et pendant des années, on n'en parle presque pas. Il faut attendre longtemps pour que les choses commencent à être reconnues. Mais pour beaucoup, c'est pas encore suffisant, parce que cette nuit, c'est pas juste de l'histoire, c'est une blessure, une mémoire qu'on a essayé d'effacer, et cette date, c'est une date importante. Une date pour se souvenir et pour ne pas oublier ce qui peut arriver quand on décide de fermer les yeux. Le bilan officiel de la police, à l'époque, c'était 3 morts, 3 seulement. Les historiens parlent aujourd'hui de plus de 200 victimes, peut-être jusqu'à 300 aujourd'hui. Il y avait des corps enterrés à la hâte, d'autres ont été repêchés sans identification dans la Seine, et ça pendant des semaines. Et pendant tout ça, la presse se tait,
Les photos sont confisquées et les rares journalistes qui tentent de se témoigner sont tous menacés. Un militant a donc écrit sur un pont avec de la peinture: Ici on noie les Algériens. Je vous affiche la photo juste en haut. Et la plaque commémorative au pont Saint-Michel n'a été posée qu'en 2001. Je vous mets une photo de la plaque, soit 41 ans après. Et la France n'a officiellement reconnu les faits qu'en 2012, sous Hollande, soit 61 ans après tout ça. Pas un an, il y a un gars qui longe les bords de Seine vers Choisy-le-Roi, tranquillement, et là, il voit un truc qui flotte. C'est un truc pas normal. Au début, il pense à un déchet, mais en se rapprochant, il va comprendre que c'est un corps, donc il va appeler les secours. Et la police, elle arrive, et en fouillant la zone, ils font une découverte assez étrange. Et en fait, c'est encore pire, c'est un deuxième corps. Ils vont en trouver un troisième, puis un quatrième. Au total, 4 hommes morts à quelques dizaines de mètres les uns des autres. Là, forcément, ça devient une affaire plus sérieuse. On sécurise donc tout le secteur. Les enquêteurs commencent à regarder les identités. Date de disparition, est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que c'est un accident ou autre? Parce que 4 corps au même endroit au même moment, c'est pas juste une coïncidence. Pour eux, c'est qu'il y a forcément un rapprochement. Et c'est là que l'enquête prend une autre tournure qui devient beaucoup plus étrange. Le premier, Abdellah, 21 ans, algérien, depuis le 26 juillet, plus aucun signe de vie. Son téléphone ne répond plus, ses proches s'inquiètent, cherchent, espèrent, mais rien. Puis il y a Amir, lui aussi a disparu sans laisser de traces. Ensuite, on a Samy, 21 ans, habitant de Choisy-le-Roi, un homme comme les autres, dont la vie s'est arrêtée brusquement. Et enfin, Franz, 48 ans, retrouvé sans vêtements, avec des traces de strangulation. Sa famille avait signalé sa disparition le 11 août, ils attendaient encore des nouvelles. Au total, 4 victimes, 4 vies différentes, et derrière tout ça, 4 familles plongées dans l'attente, l'angoisse, puis le choc. Les enquêteurs commencent à faire le lien entre les disparitions. Les profils sont différents, mais les circonstances se ressemblent. Les lieux aussi, toujours proches de la scène, alors ils remontent les pistes, croisent des informations, et un endroit revient sans cesse. Un squat installé au bord du fleuve. Un lieu discret mais pas caché. Un endroit visible où des gens passent chaque jour. C'est là qu'ils trouvent un suspect, un homme qui vivait à quelques mètres seulement de l'endroit où les corps ont été retrouvés. Il est arrêté puis mis en examen pour meurtre. Et ce qui fait vraiment froid dans le dos, ce n'est pas seulement la violence des faits, c'est leur proximité. Tout s'est passé là, au bord de l'eau, en plein jour, dans un lieu que personne n'ignorait vraiment. Des allées et venues, peut-être des signes, mais rien n'a alerté. Comme si tout cela avait pu exister à côté, sans que personne ne voie et sans que personne comprenne. Moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que ces drames se passent dans des endroits que tout le monde connaît. Des quais que des milliers de personnes empruntent tous les jours, les touristes passent dessus aussi également, et pourtant, on s'en rend même pas compte de tous les drames qui y arrivent. La scène, elle absorbe tout, et tout en silence. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, c'est pas assez médiatisé, et les gens voient que le beau de la scène, alors que derrière tout ça, il y a plein de crimes qui se passent. Tous les ans, on retrouve des gens morts dans la Seine. Encore cette année, en 2026, je vais vous mettre un petit article ici où on voit quelqu'un qui a été abattu puis jeté dans la Seine. Voilà, avant de terminer, il faut relier ces histoires, 3 histoires, une jeune fille anonyme dont le visage a sauvé des millions de gens, une nuit de 1961 qu'on a mis 40 ans à reconnaître, et 4 hommes dont les corps flottaient dans ce fleuve il y a moins d'un an. Je te raconte pas ça pour te faire peur, je te raconte ça parce que ces histoires méritent d'être connues, ces gens méritent d'être connus également. La scène, elle est magnifique, vivante et essentielle à Paris, mais comme tous les lieux qui ont une vraie histoire, elle a un double fond. Et ce double fond, il parle seulement si tu es prêt à l'écouter. Et surtout, la scène n'oublie rien, elle avale, elle garde, elle cache. Sous l'eau, il y a plus que des reflets, il y a des corps, des silences, des vérités qu'on ne regarde pas en face. Abdellah, Amir, Samy, Franz, leurs vies se sont arrêtées là, dans ce fleuve que tout le monde traverse sans y penser. On parle de Paris, de sa beauté, de ses lumières, mais la Seine, elle, connaît une autre histoire, une histoire beaucoup plus dure, beaucoup plus sombre, une histoire qu'on évite, qu'on ne raconte pas. Parce que regarder la Seine vraiment, c'est accepter de voir ce qu'elle emporte avec elle. Là, on est arrivé sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à liker, partager, commenter si tu as vraiment aimé ce contenu et ce format. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos, je vais directement sur les lieux. Et puis moi, je vous invite à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Double V. Allez, ciao.